La mesure est le Graal, pour moi, parce qu'après tout, la mesure, c'est quand même la quintessence de la vie, mon cher. Quand tu trouves ta femme, normalement, c'est sur mesure. Je m'appelle Hugo Jacomet, je viens d'avoir 50 ans, nul n'est parfait, et je suis donc le fondateur de Parisian Gentleman, que j'ai créé en janvier 2009, un soir d'insomnie, à 4h du matin, très exactement, sans but précis, puisque j'étais passionné d'art tailleur. Je suis petit-fils de bottier, ma maman était couturière, donc elle est à la retraite maintenant. Donc j'ai toujours été baigné dans tout ce qui est vêtements, dans tout ce qui est élégance. Après j'ai fait une longue carrière dans l'audiovisuel, dans le cinéma, dans l'événementiel et dans la mise en scène. Et puis donc depuis 2009, j'ai écrit Parisian Gentleman et il se trouve que mon site est devenu un site important au niveau international et qu'on travaille sur l'éducation, en fait, principalement des hommes sur l'élégance et sur le vêtement de tradition. Alors je pense que c'est le fondement de tout notre succès. On s'est aperçu assez rapidement, moi je bouquinais dans 10 magazines, The Rake, Monsieur, enfin à peu près toutes les quelques magazines qui sont le sujet. Et je me suis aperçu très vite que j'arrivais vite à une limite. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en termes éducatifs, ces magazines-là n'avaient pas vraiment le temps de le faire parce qu'ils avaient un business model qui était lié à la publicité. Et quand vous avez une double page d'une marque quelconque, généralement mainstream, c'est le seul qui annonce en d'ouverture de votre magazine, il est fort peu probable que vous ayez toute la liberté d'expression nécessaire pour parler du vêtement comme il se doit. Donc moi j'ai décidé, dans un pur souci esthétique et dans un pur souci personnel dans un premier temps, de commencer à écrire et de partager mon savoir sur le sujet. Et donc on s'est aperçu que très très vite, ce que les gens demandaient, c'était justement ça, de l'éducation. C'est-à-dire en gros, un vêtement raconte une histoire, communique une personnalité, communique un milieu social, communique une posture. Et les gens sont extrêmement intéressés et de plus en plus justement sur la partie éducative. D'abord, on vit un phénomène aujourd'hui qui est assez étrange. C'est que, la crédibilité et la vraie information, de plus en plus, les lecteurs, et c'est pas pour critiquer les gens de la presse écrite, mais il se trouve qu'aujourd'hui, la crédibilité se trouve bizarrement sur l'Internet, dans quelques sites comme le nôtre. C'est-à-dire que les gens viennent chercher chez nous une crédibilité et une transparence de discours qu'ils ne peuvent en aucun cas trouver dans la presse écrite. Pourquoi ? Et ce n'est pas une critique que je formule à cet égard, mais la presse écrite a un business model qui est différent d'une autre, qui est basé sur la publicité, qui est basé sur un certain nombre de choses comme ça, et donc qui font qu'aujourd'hui, ces gens-là sont en perte de vitesse, pas par ce qu'ils pensent, mais juste par rapport à ce qu'ils écrivent, par rapport à la crédibilité. Nous, chez Parisian Gentleman, on n'est lié avec aucune marque, on n'est lié avec aucun fabricant, même si on a bien sûr les maisons qu'on protège, qu'on promeut, et qu'on essaye de rendre, à qui on essaye de donner accès au marché directement. Mais pour autant, donc voilà, la crédibilité est du côté de l'Internet, ce qui est assez paradoxal. Parce que généralement, quand on dit Internet, le mot crédibilité ne vient pas directement derrière. Surtout avec le mot blog. Absolument, surtout avec le mot blog. Alors, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que je ne sais pas si vous vivez la même chose. Moi, je me rends compte aujourd'hui que autant toutes les grandes maisons viennent vers nous pour savoir si on peut faire des reportages sur eux, etc. Ce qui est très bien. Okay. Mais dès qu'on commence à parler de choses un tout petit peu plus pointues, comme par exemple un guide que je suis en train de monter petit à petit sur l'Internet avec ce qui s'appelle le guide PG des maisons de qualité, sur lequel là, il y a un échange d'argent qui est complètement connu par mes lecteurs, c'est-à-dire c'est très transparent, on se rend compte qu'il y a encore un blocage. C'est-à-dire que les petites maisons viennent très volontiers chez des gens comme nous pour exploser, mais les grandes maisons sont encore un tout petit peu frileuses, parce que la blogosphère leur fait peur. Je ne sais pas si vous vivez la même chose chez Bonne Gueule. Moi, je suis surveillé, j'ai l'impression d'être surveillé comme le lait sur le feu. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour critiquer tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on est là, moi j'aime pas faire du mal aux gens généralement, donc les gens que je n'aime pas, je n'en parle pas. Mais il y a quand même une vraie liberté de ton, une vraie liberté de langage, et puis surtout, je me rends compte qu'aujourd'hui,
les gens qui lisent Parisian Gentleman et Bonne Gueule et qui vraiment vont dans le vrai sujet, bien souvent, ils se retrouvent en face de gens en boutique qui en savent moins qu'eux. Et là, voilà. Et donc, on est vraiment sur cette notion-là. Alors, on revient à l'éducation. Donc, pour nous, je pense aujourd'hui, malgré tout le respect que j'ai pour la presse papier, que le futur de l'élégance masculine qui se trouve sur Internet. Mais je balance ça aussi avec un travail de livre à côté, puisque je suis très attaché aux mots imprimés, comme vous d'ailleurs, je crois, vous faites des choses imprimées, mais ce n'est pas le même type d'écriture pour moi. Alors, je pense qu'il faut oublier les supports. Ce n'est pas un vrai débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de ce qui est écrit. Après, que ça soit sur écran, sur papier, taillé sur une pierre, sur une plaque de marbre, chanté, ça n'a aucune importance. L'important est le propos. Le problème, c'est que l'Internet a ouvert une fenêtre de liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande différence entre écrire dans un magazine, écrire un livre, écrire sur Internet, c'est que quand vous écrivez un livre, vous avez été choisi parmi des milliers de personnes qui peuvent potentiellement écrire un livre. Donc vous avez été sélectionné pour ça. Sur l'Internet, vous pouvez vous asseoir devant votre clavier et écrire. Donc ça veut dire que, évidemment, il y a 85% de choses qui ne sont pas intéressantes sur l'Internet. Même, surtout actuellement dans notre secteur, vous le voyez tous les jours. Il y a, alors, surtout le mot gentleman, j'ai eu du bol de prendre le premier, j'ai vraiment pas fait exprès. Tous les jours, il y a un blog, j'exagère, toutes les semaines, il y a un blog qui se crée qui a le mot gentleman à l'intérieur. Donc moi, je vois le futur, sincèrement, la qualité, le point majeur, c'est le propos. Et le débat qu'on est en train de... La question n'est pas uniquement liée à notre secteur. Enfin, je veux dire, c'est vrai pour tous les secteurs d'activité. Je pense que la presse papier, par définition, hormis des choses extrêmement pointues comme Monocle, comme ces genres de choses qui ont ouvert une voie un peu particulière, je pense que le futur, bien sûr, est sur l'Internet, mais je pense aussi qu'il y a des ponts énormes qui sont en train de se créer. Moi, j'écris dans la presse papier, je fais des contributions, je parle à la radio, j'écris des bouquins, donc il y a vraiment une vraie fusion. Encore une fois, le juge de paix pour moi, c'est la qualité du propos, et c'est la qualité de ce qu'on dit à l'intérieur. Après que ça soit sur un écran, même si j'ai écrit un article récemment sur le sujet, où c'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites qui montrent que le mot imprimé crée quelque chose de différent mentalement par rapport à un mot sur écran. C'est assez simple, en fait, quand vous êtes sur écran ou sur Internet, vous êtes par définition dans un environnement ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez à tout moment vous échapper, vous pouvez à tout moment cliquer, vous pouvez à tout moment documenter, fouiller un peu plus avant. Alors que sur un livre écrit, vous êtes en tête-à-tête, seul, avec quelque chose qui est écrit et qui est faux. Et on s'est aperçu avec des études que la base de la compréhension humaine, c'est ce qu'on appelle les liens de causalité. C'est-à-dire en gros, la compréhension de la causalité entre des choses. D'accord ? Et le mot sur papier, c'est un fait scientifique et beaucoup plus intéressant pour vraiment identifier les liens de causalité, parce que vous êtes prisonnier d'un texte, vous êtes en tête-à-tête. Alors que sur l'Internet, c'est pour ça que sur Parisian Gentleman, on met assez peu de liens. On met pas de bannière, on n'a aucune publicité à l'intérieur, on est complètement immaculé, et puis je vais vous le dire en exclusivité pour vous si vous le voulez, on prépare la version 3, qui sera une fusion entre le livre et l'Internet, donc avec un vrai travail de typo, retravail à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment un choix typo fabriqué pour nous, où on va essayer d'aller retrouver la saveur livresque, mais en étant dans un environnement d'écran. Mais ça, ce sera c'est un chantier de 6 mois, je pense à peu près. Indéniablement. Et moi, je ne fais pas partie des esprits chagrins, des gens qui disent « ouais, regardez comment… » Oui, il y a un énorme chantier devant nous. Enfin, tout de même, il y a des signes qui ne trompent pas. Le marché de l'accessoire masculin, il y a une progression à 2 chiffres énorme depuis 2 ans, 3 ans. Je pense qu'on va même toucher à plus de 60% sur le petit accessoire, la pochette, la cravate. Les bijoux de cravate font un retour en force énorme. Bon, donc là, il faudrait être aveugle ou stupide ou borné pour ne pas observer qu'il se passe quelque chose. Pour autant, c'est vrai qu'on est quand même dans une civilisation qui a depuis très longtemps fait l'impasse. Surtout dans le monde de l'homme, sur ce qu'on appelait la mode, le style, parce que tu es gentil avec moi, j'apprécie beaucoup que tu dises style et pas mode. Okay, on s'est quand même fondu dans un article, Sonia s'est fondue dans un article très récemment en disant attendez, ce débat on en a plein le dos, c'est arrêter de dire que c'est assez facile de comprendre que le style est intemporel et que la mode est passagère. C'est assez facile de comprendre que le style c'est personnel et que la mode c'est dicté, ou c'est des tendances de masse. Mais pour autant, pour nous, il n'y a pas d'antinomie potentielle, parce qu'il y a quand même des gens… Timothy Everett, c'est un excellent exemple.
Timothy Everett, c'est un tailleur londonien, élève de Tommy Nutter sur Savile Row qui a habillé les Beatles, et qui, aujourd'hui, fait des collaborations avec Superdry, fait des collaborations avec des maisons qui sont beaucoup plus mainstream. Alors après, avec plus ou moins de bonheur, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que simplement, aujourd'hui, il y a une espèce de fusion. Pour répondre plus simplement à votre question sur l'élégance des hommes, indéniablement, je pense qu'on progresse sur le sujet. On voit fleurir des pochettes, on voit fleurir des petites épingles, etc. Il y a aussi des gens qui aident à ça. Par exemple, il y a des lieux comme Pierre de Gand à Bruxelles, comme The Armory à Hong Kong, qui sont des lieux absolument magiques où les gens ne viennent pas pour acheter du vêtement. Ils viennent pour s'immerger dans un monde de l'élégance, ils viennent pour partager un cigare, boire un whisky et accessoirement faire un costume en grande mesure chez les Verano, etc. Donc il y a une vraie poussée. Après, est-ce que le mouvement est pérenne? Oui, indéniablement. Je pense qu'on en a au moins pour 10-15 ans parce qu'on est vraiment sur une crête. Après, tout est question d'éducation, encore une fois. Moi, mon analyse, c'est qu'on n'a jamais vécu ça. Bon, moi, j'ai 50 ans, j'ai un petit peu plus de recul que vous, les enfants, donc j'ai jamais vécu ça. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors après, il faut faire le distinguo. Parce que tout le monde se revendique maintenant de faire des cravates machin, d'être voilà, même The Couples qui sont... Bref, ils ont failli m'avoir, j'ai fait demi-tour d'ailleurs avec eux parce que je suis allé les voir. Bon, peu importe. Mais encore une fois, le tri va se faire naturellement. Aujourd'hui, on est dans la mêlée. Tout le monde y va de sa pochette. The Couples, ils vont quand même très très loin. Ils font même des pochettes fixes. Et même des accessoires fixes. Oui, ils ont par exemple des chaînettes pour mettre les montres, c'est fixe. C'est juste un accessoire. Ouais, c'est la vulgarité incarnée. Moi, ce qui me donne confiance, ce qui me plaît, c'est quand je vois des investissements colossaux comme ça, quand je vois Pinault Printemps Redoute qui rachète Brioni, ça pourrait passer pour une mauvaise nouvelle. Au final, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Brioni, c'est un grand tailleur, c'est une vraie maison de couture, et que Pinault Printemps Redoute, enfin, promeuvent et investissent des gens comme ça, ça a vraiment du bon. Okay, donc, je pense que dans tout ça, il va y avoir... On est parti pour, je pense, 15 années passionnantes sur le sujet. Et puis, après tout, hein, l'homme est une femme comme les autres. Il faut juste en être conscient. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un regain d'intérêt très, très, très net des hommes sur les vêtements. Donc, je pense qu'il y a d'abord... il faut faire attention à ce qu'on dit, d'abord. Regain d'intérêt, il faut vraiment comprendre ce qu'on dit dans regain. Parce que quand on sort de, on va dire vraiment 2 décennies, 3 décennies qui sont catastrophiques pour le style masculin. 80, c'est une catastrophe. 90, c'est catastrophique. 2000 a commencé à relever la tête. Donc on sort vraiment de 3 décennies. Mais en revanche, juste avant ça, 70, malgré tout ce qu'on peut en dire, était un terrain d'expérimentation absolument gigantesque. Il est quand même sorti des gens comme Tommy Nutter sur Savile Row, comme Edward Sexton, qui sont des gens qui étaient complètement dans ce milieu-là. Donc je trouve que les années 70 sont un tout petit peu... On dit beaucoup de mal les années 70, mais c'était très intéressant. Les années 60, c'était la fin de la vraie période du style masculin, 45 ans. Donc on restait encore avec des vrais apports, notamment au niveau du style parisien, c'est très intéressant. Donc je pense qu'on est dans un cycle, d'abord et avant tout. Okay. Mais pour autant, l'Internet a créé une vraie alternative. Je vous explique ça en 2 mots. On a été depuis 30 ans dans le easywear, sportwear, streetwear, et avec cette notion surtout que l'homme n'était pas très concerné par l'élégance, etc. Donc ça, c'était, on va dire, ça a été 30 ans, à peu près comme ça, etc. Et d'un seul coup, il y a eu une espèce de déclic qui s'est créé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que grâce à l'Internet, on a eu accès subitement à l'information. Parce qu'il ne faut pas oublier un facteur majeur, c'est qu'avant, en 1988, tu voulais t'intéresser à l'élégance masculine, où est-ce que tu allais pouvoir lire sur le sujet? Quasiment nulle part. Aujourd'hui, donc, à mon avis, on redémarre un cycle. Okay, et on retrouve, ce qui est intéressant, c'est qu'on a redémarré un cycle avec des images dans la tête qui sont des images des années 30 et 40. Okay, Aster, Cooper, Grant n'ont jamais été autant mis à l'honneur ces 30 dernières années qu'actuellement. Il y a des bouquins qui sortent sur Gary Cooper, très bon livre d'ailleurs de Bruce Boyer sur Gary Cooper, où il a eu accès à toutes les archives familiales de Gary Cooper, qui est un magnifique ouvrage qui est sorti aux États-Unis. Je pense qu'il est sorti en France également. Donc il y a énormément, on redécouvre cette période-là. Donc moi je pense que ce regain d'intérêt vient de l'Internet principalement, avec cet accès à l'information,
Et puis je pense également qu'il y a une révolution en cours, qui est une révolution du genre, une révolution sexuelle, une révolution dans tout. Vraiment, les choses bougent énormément. Et aujourd'hui, on peut commencer à s'habiller avec style sans être, comment dire, moi je me suis fait charrier toute ma vie, parce que je m'habillais un peu différemment, je me suis charrié, ce qui plutôt me plaisait, mais après c'est une forme de personnalité. Je pense qu'effectivement on est parti pour 30 années. Mais ça n'a rien, je veux dire, la grotte de Lascaux, sur les murs, il y a des peintures rupestres, qui sont des peintures d'ornementation, où on voit des silhouettes de gens qui sont habillés, enfin qui sont, on voyait que l'ornementation est très importante pour l'humanité, c'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Moi, ce que je pense d'abord, c'est que le clivage par l'argent est un faux problème. Aujourd'hui, toute personne éduquée, c'est pour ça que l'éducation est fondamentale, toute personne éduquée. Évidemment, quelqu'un qui a les moyens, bon, si vous avez les moyens d'aller à la grande mesure directement, allez-y, parce que vous ne serez plus jamais le même. Après, non, mais je pense que ça a un impact terrible sur la personnalité, c'est vraiment un travail, c'est presque une démarche heuristique, c'est un travail philosophique, quasiment, enfin pour moi, c'est un travail philosophique. Mais évidemment, le panier moyen, vous vous en rendez bien compte, et je crois 3,5 fois le SMIC, aujourd'hui pour un costume. Donc, je pense que c'est vraiment le haut du panier, mais c'est un métier qui est extrêmement important à protéger et à promouvoir. Mais aujourd'hui, n'importe quel gentleman, n'importe quel homme, qu'il soit jeune ou plus âgé, qui est vraiment intéressé par le sujet, via les blogs, les ventes privées, eBay et toutes les possibilités qu'il y a, aujourd'hui, on peut s'habiller de manière extrêmement sophistiquée et extrêmement confortable et de manière raisonnable en termes de tarifs. Okay, si tant est que vous évitiez toutes les grandes marques qui vous vendent de la merde très cher. Évidemment, toute personne qui a la capacité d'aller vers la mesure, que ce soit de la grande mesure, de la demi-mesure, de la petite mesure, la mesure industrielle, si vous voulez savoir la différence, allez sur Parisian Gentleman, ce sera un peu long à expliquer tout de suite. Aujourd'hui, on peut commencer à prétendre à avoir de la mesure aux alentours de 1 000 € sur de la mesure industrielle. Bon. Évidemment, si vous avez la possibilité d'aller vers ça, c'est bien sûr mieux tout de suite, parce que vous avez accès à quelque chose qui se rapproche plus de l'expression de vous-même que simplement l'achat d'un vêtement. Pour autant, aujourd'hui, et c'est l'effet positif de tout ce qui se passe aujourd'hui, l'offre est absolument pléthorique. Je veux dire, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau fabricant de cravates, de chemises, de costumes, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'être élégant. L'offre est là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et à toutes les gammes de prix. Moi, je découvre des pépites. C'est ce que je dis, par exemple, pour les chemises. Tout le monde me demande, mais comment commencer pour la chemise pas chère, etc. J'ai dit, écoutez, si vous avez envie de faire à la main, allez chez Levin. TM Levin, ok, c'est fabriqué en Inde. Il y a marqué Establish 1800 quelque chose sur Jermyn Street, mais enfin, on sait que c'est fabriqué en Inde. Mais enfin, quand en période de solde, vous pouvez avoir accès à 4 types de cols, 3 types de poignets, différentes matières, différents patterns, comment on dit, différents motifs, pour 29 livres sterling les 3 chemises en période de solde, ça vous permet de faire des essais. Ça vous permet, les cravates pareil, vous pouvez les avoir, c'est de la bonne qualité. Bon, évidemment, c'est pareil chez Tirwitz, vous savez, c'est tous les chemisiers anglais qui ont des offres, extrêmement compétitives. Bon. Un jeune homme qui a envie de s'essayer, moi je le dis d'ailleurs beaucoup, allez chez Levin, commandez-vous, vous ne prenez pas de risque, vous allez commander 100 balles de chemise, après vous allez avoir 6 chemises, vous faites vos essais, vous voyez ce qui vous va mieux, quelle couleur vous va au teint, etc. etc. Donc il y a réellement fouiller les offres en ligne, aller dans les magasins et aller sur eBay. Également, c'est dommage de dire ça parce que je ne protège pas, mais je veux dire, pour un gamin qui a vraiment envie de goûter un costume de chez Rubinacci ou chez Atolini, il ne pourra pas se le payer aujourd'hui. S'il va sur eBay ou sur... il pourra éventuellement avec de la chance le trouver. Donc en gros, aujourd'hui, l'univers est ouvert. Et surtout, donc je pense qu'il est... La mesure est le Graal, pour moi, parce qu'après tout, la mesure, c'est quand même la quintessence de la vie, mon cher. Quand tu trouves ta femme, normalement, c'est sur mesure. Tu vois, tu l'as choisie. Oui, la mesure, c'est vraiment cette notion de... Comment dire ? Ne plus accepter le diktat d'un mec qui a pensé pour toi ce que tu allais porter et qui l'a lourdement promu, et te remettre toi-même dans cette idée-là qu'après tout, tu peux avoir la main là-dessus. Et qu'après tout, c'est vachement bien d'avoir la main là-dessus, mais ça demande d'être éduqué. Voilà. Mon regard est très bon. Parce qu'il y a un effet excellent des gens comme vous et comme nous, c'est qu'on casse le bras à beaucoup de maisons. C'est-à-dire que moi, je me suis aperçu, par exemple, depuis quelques années,
qu'on voit beaucoup de choses dont j'ai parlé, la petite boutonnière à l'horizontale sur les souliers, sur les chemises. On commence à avoir des milanaises un tout petit peu plus intéressantes. Enfin, en l'occurrence, des milanaises non, parce que ça c'est une vraie milanaise, mais on commence à avoir des travails sur les boutonnières. Donc il y a... Les boutonnières ouvertes. Voilà, on est en train de nous, c'est grâce à nous, et vous, et nous, et plein d'autres, on est en train de casser le bras à ces gens-là, et indéniablement, moi je l'observe, je suis capable de le dire, et vraiment sans aucune réserve, on monte en gamme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que l'offre est de bien meilleure qualité, parce que les hommes sont éduqués. Chez Francesco Smalto, ils le savent très bien. Quand on va en rue François 1er, bon, vous allez quand même aller acheter un costume, 2500 €, 3000 €, 3500 €, donc c'est un investissement. Au-delà de 3500 €, il faut aller faire de la grande mesure, c'est ridicule d'acheter plus cher. Mais ces gens-là, aujourd'hui, sont montés en gamme. Pourquoi? Parce que le mec qui vient en boutique, l'homme qui vient en boutique aujourd'hui, c'est plus le même que dans les années 2000, encore moins dans les années 90. Et il y a combien de vendeurs qui se retrouvent en face d'un lecteur de Bonne Gueule ou de Parisian Gentleman ou d'autres, et qui est complètement paumé. Parce que lui, il va demander, mais votre épaule, elle est entre romaine et napolitaine, et évidemment, la grande majorité des vendeurs en boutique. Donc il y a un vrai effet positif. C'est-à-dire que par l'impulsion de gens comme nous, qui sommes d'abord, qui existons par passion d'abord et avant toute chose, on a, j'aime bien la notion de casser le bras, on les pousse vers la qualité. Parce qu'aujourd'hui, une maison qui vend un costume à 2000 € par exemple, elle vend de la merde à 2000 €. Ça se sait en 3 jours sur l'internet. Et par, on va dire, une dizaine de blogs ou de forums, etc., on peut faire ou défaire une notoriété. Alors après, ça ouvre un autre sujet, restons à notre place aussi à un certain moment, enfin c'est un autre sujet que je ne veux pas traiter ici. Donc pour répondre à ta question de manière globale, je pense réellement qu'on n'a jamais eu autant de choix et qu'on n'a jamais eu autant d'offres de qualité, parce que justement, il y a de l'éducation, les clients sont de plus en plus éduqués, et ce n'est pas parce qu'ils achètent un objet à 300 € qu'ils veulent acheter de la merde. Et donc de plus en plus, je pense qu'au contraire, l'offre n'a jamais été aussi intéressante, pour celui qui sait faire le tri. Mon grand-père m'a toujours expliqué, c'est pas mon grand-père d'ailleurs, c'était mon ami Roger qui était viticulteur, vous vous souvenez, j'avais écrit ça dans un article. Il m'a dit, Hugo, c'est pas possible pour faire un Bordeaux, il était producteur de vin en Anjou, petit vin rouge, local, voilà, très bon, c'était à côté de Saumur exactement. Et je me souviens, je foulais le raisin au pied avec lui, parce que ça faisait encore comme ça à l'époque. Et il me disait, Hugo, à moins de 35 francs, il disait à l'époque, 5 € quoi, tu ne peux pas trouver un Bordeaux décent. C'est mécanique. C'est-à-dire qu'à un moment, mécaniquement, tu ne peux pas trouver la qualité. Alors après, tout dépend ce qu'on cherche. Dans le costume, c'est pareil. Aujourd'hui, je considère moi qu'un costume... alors, on ne va pas rentrer dans le débat du thermocollage, tout ça. Ok. Simplement, ce qu'on sait, c'est qu'en termes de confort de tombée, de durabilité, au moins un semi-entoilé, c'est-à-dire une toile libre à l'intérieur du costume qui respire, okay, pas quelque chose qui est fusé, c'est vraiment le mot. Je fais le bruit parce que c'est vraiment ça. Okay. Bon, ça pour moi c'est la base. Okay. En deçà de ça, on est vraiment dans de la mauvaise matière, etc. Et surtout, ça impacte le style et le tombé du vêtement. Donc je pense que, allez, je vais me lancer, mais je pense que si vous êtes capable d'acheter en bonne période de solde, chez Timothy Everest à Londres, vous avez du semi-entoilé fabriqué au Portugal, de manière très ouverte. C'est-à-dire que Timothy Everest fait partie de ces gens qui ne se cachent pas. Parce qu'après tout, il y a des très 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 bonnes maisons au Portugal, et c'est vrai en l'occurrence. Bon, en période de solde, vous pouvez avoir un beau costume à 350-400 €. Voilà, quelque chose comme ça, de Timothy Everest à Londres. Okay. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'en standard, pour moi, je pense qu'à partir de 400 €, on peut commencer à avoir quelque chose de correct. Okay. 600-800 € est pour moi plutôt quand même le lieu où on peut, la tranche dans laquelle on trouve vraiment quelque chose, mais qui va durer. Savez-vous par exemple que Cifonelli faisait avant 600 costumes avec 40 clients. Cette année, ils ont fait 980 costumes avec 250 clients. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chez Cifonelli et chez Kanz & Lucas, c'est pareil, ils ont des trentenaires qui viennent et qui font un prêt bancaire pour s'acheter 2 costumes bespoke. Et ils ont raison. Non pas parce que tout le monde pourrait se dire mais c'est ridicule de mettre 10 000 € dans 2 costumes, etc. Non. Rockefeller disait, vous vous souvenez de cette phrase-là? On a posé la question un jour à Rockefeller. On lui a dit, Monsieur Rockefeller, si vous restez 1 000 $, qu'est-ce que vous feriez? Et il a dit, je m'achèterais un beau costume.
dépend de l'intérêt qu'on porte aussi au sujet, parce que moi je ne fais pas partie de ceux qui veulent absolument convaincre tout le monde qu'il faut être élégant tout le temps. Après, comme disaient les Américains, every man for himself, on s'en fout. Mais effectivement, j'ai d'ailleurs écrit tout récemment un petit précis d'élégance pour la maison Smalto, qui va sortir dans les boutiques, parce que les gens, voyez, très bon exemple. Smalto fait une nouvelle collection, il me demande d'écrire un guide d'élégance sur comment porter la nouvelle collection. Vous voyez, ça c'est un petit aparté, mais ça c'est de l'éducation. Même les grandes maisons maintenant font appel à des gens comme nous pour faire l'éducation. Un homme qui veut être élégant, qui a un petit peu de moyens, je lui conseille de prendre le temps de se faire une garde-robe. Je ne fais pas partie de ceux qui disent il faut 3 costumes, machin, 2 costumes. Non. Commencez par 1 ou 2 vêtements, tranquillement. Forgez votre propre style. C'est une démarche, si vous voulez vraiment le faire de manière ça ne prend pas 15 heures par jour. Si, pour des gens comme nous, mais nous, c'est notre métier, on est immergé à l'intérieur. Mais moi, je connais plein d'hommes qui s'y intéressent vraiment. Le seul problème, c'est que l'homme, il faut garder cette phrase-là, quand l'homme est passionné, il est 10 000 fois plus déraisonnable que la femme. L'homme est incontrôlable quand il a un jouet. Okay, mais c'est réel. Donc et même les grandes maisons de couture le savent. Chiffonelli sait. Il y a des gens qui pètent les plombs chez lui, qui achètent 15 costumes, qui pètent une durite. Je rigole pas, hein, parce que l'homme est complètement déraisonnable. Il faut le savoir beaucoup plus que la femme. Donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais en plus psychologiquement, parce que c'est assez vrai. Alors ce que je conseillerais, c'est de... Premier conseil, ne jamais compromettre la ligne. Faites des compromis, on dit en français, sur le tissu. Faites des compromis sur les finitions. Mais jamais sur la ligne. Je préfère un tissu un tout petit peu moins classieux, mais avec une vraie coupe. Okay. Deuxièmement, faites confiance à votre œil. D'accord ? Les vendeurs en boutique sont là pour vous vendre des vêtements. Vous êtes là pour acheter quelque chose qui va vous aller. Donc ne croyez jamais un vendeur qui vous dit il vous va bien, etc., etc. Troisième chose, allez-y doucement. Achetez 1 ou 2 belles pièces, vivez avec, voyez ce qui va bien. Et surtout, une petite chose que personne ne fait, alors ça va toujours étonner. Vous voyez que quand une femme va dans un magasin, quel est le premier geste qu'elle fait quand elle prend une robe ? Elle prend la robe et elle se met sous le teint. Et elle se regarde comme ça dans la glace. Vous avez déjà vu un homme faire ça avec un costume ? Jamais. C'est le premier geste à faire. Je peux vous dire tout de suite ce qui vous va ou ce qui ne vous va pas au teint. C'est fondamental. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Aujourd'hui, on est en train de donner tout un tas de petits conseils. Donc moi, ce que je conseillerais à un homme, c'est de prendre son temps, faire 1 pièce, 2 pièces, déterminer ce qu'il a, faire des essais, petit à petit, aller un petit peu vers le croisé, donner la chance aux 3 pièces, et petit à petit, voilà. Je pense qu'un homme qui raisonnablement a 6 ou 7 costumes, allez, on va dire 5 costumes avec une belle veste sport, et puis 2 jolis pantalons de flanelle, a déjà une garde-robe sérieuse. Okay. Après, évidemment, c'est sans fin. Moi, je connais des gens qui me disent qu'ils ont 250 costumes. Il y a un malade mental sur Paris qui a 350 costumes, qui passe sa vie à faire ça toute la journée. Il y a des gens qui sont extrémistes. Je connais des gens, mais je ne peux même pas vous le dire. C'est incroyable. Il y a des gens qui sont complètement... Donc voilà, ce que je conseillerais, ouais, c'est ça. C'est une garde-robe simple, progressive, et surtout, prenez le temps, quoi. C'est génial. L'œuvre d'art, c'est vous-même. C'est quand même génial de prendre le temps d'aller s'habiller, de faire des essais. Et donc lisez Bonne Gueule, Parisian Gentleman et d'autres pour justement aller choisir les maisons sur lesquelles vous allez pouvoir prendre le temps de faire ça. Donc prenez votre temps et pour l'amour du ciel, évitez ces espèces de maisons surmarketées qui vous vendent vraiment des choses qui ne sont même pas décentes. C'est une question qui me passionne. Alors, oui. Je suis peut-être pas le seul, mais un des rares peut-être à exprimer que l'élégance n'a pas qu'à voir avec les vêtements, et je pense même que ça a assez peu à voir avec les vêtements. L'être humain, est acceptable et intéressant tant qu'il ne devient pas la caricature de lui-même. Okay. Et le problème de ces gens-là, c'est que bien souvent, ils deviennent la caricature d'eux-mêmes. Donc moi, je vois des gens qui sont survêtus, qui sont sursophistiqués. Et c'est pour ça que l'éducation est encore une fois importante. C'est que pour moi, le sujet du vêtement masculin, de l'élégance masculine a un peu à voir avec le vêtement. Bien sûr, parce que c'est quand même plus facile d'être élégant dans un chiffonelli sur mesure que dans un bleu de travail. Quoique, mais enfin, normalement c'est le cas. Sans aller dans la formule, il me semble que l'élégance
par définition, est discrète. L'élégance est raffinée, et vous savez qu'une des phrases qui me tient particulièrement à cœur dans Paris Saint-Germain, c'est d'abord on apprend les règles pour ensuite les briser. Moi je rencontre toute la journée des gens qui font l'erreur de trop s'apprêter, de trop s'habiller. C'est absolument ridicule quand quelqu'un est cravate, bijoux de cravate, pochette, etc. et qu'on voit tout de suite qu'il a fait des efforts pour faire ça, et bien qu'est-ce qui se passe dans ces gens? On voit que cette personne expose ses efforts au lieu d'exposer sa personne. Okay, donc elle est en train vraiment de montrer à autrui qu'elle a fait des efforts. Alors ça peut être charmant de le faire quand vous le faites pour quelqu'un, pour une occasion. Mais dans la vie quotidienne, alors encore une fois, tout ça aussi est très personnel, il y a peut-être des gens qui se sentent très bien à l'intérieur. Pour moi, l'élégance est forcément discrète et il n'y a pas de meilleur mot que understated en anglais. C'est vraiment, on est en dessous. Ça, c'est la base de tout. La sprezzatura, c'est un article un peu célèbre de PG qui a été écrit sur la base d'un article de Bruce Boyer, qui est aux États-Unis. C'est cette tradition italienne, justement, de cette nonchalance travaillée. C'est-à-dire de donner l'impression qu'on ne s'est pas préparé et qu'on a pris le foulard ou la cravate qui était au-dessus de la pile. Bon, évidemment, à un certain niveau d'élégance, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais je pense que l'élégance de toute façon. Donc oui, il y a un risque. Il y a un risque. Mais c'est normal. Je veux dire, à chaque moment qu'il y a eu une poussée sur un sujet, il y a eu les extrémistes de ce sujet. La seule chose sur laquelle je m'inscris totalement en faux, avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est qu'on galvaude un concept comme le concept de dandisme. Parce que le concept de dandisme est un concept extrêmement précis qui décrit quelque chose de très précis. Et qu'aujourd'hui, c'est devenu une espèce de mot fourre-tout dans lequel on met tout et n'importe quoi. Voilà. Donc oui, je pense qu'il y a le risque d'être trop habillé. Mais là, la solution, et encore une fois, la réponse à tout ça, c'est l'éducation. Je porte du jean assez facilement, je porte des bottes rigolotes assez facilement, je peux même être assez vite assez rock'n'roll, ça n'a pas d'importance. Il se trouve que moi j'ai un rapport aux vêtements qui est un rapport, comment dire, c'est pas un rapport de contrainte. J'ai la chance de faire ce que je veux dans la vie, j'ai la chance de me lever alors que je veux, plus exactement de me coucher alors que je veux. Donc en gros, je ne suis pas pris dans des contraintes vestimentaires, comme un mec qui travaille à la défense, qui doit mettre son costume et sa cravate parce que c'est la règle. Okay, donc grosso modo, je fais ce que je veux. Il se trouve qu'en plus, c'est un peu mon domaine d'activité, même carrément mon domaine d'activité. Donc oui, donc, je suis très amateur des belles vestes sport le week-end, une belle veste en tweed l'hiver, ou même une veste en cire sequeur l'été, mais je peux porter du blouson de cuir, je peux porter des t-shirts. Des t-shirts, quoi. Je peux porter des t-shirts, oui, bien entendu. Alors c'est rare. How many times did I wear a t-shirt in the last 2 years? 4 fois en 2 ans. Bon, c'est pas beaucoup, mais non, je peux aller, et je suis surtout pas, comment dire, je suis surtout pas obtus par rapport à ça, mais vraiment pas. C'est-à-dire que je considère, moi, que un très beau jean, bien coordonné avec... aujourd'hui, j'ai une jean avec des bottes vintage vernies de 1980. Je dis vintage parce que c'était à l'époque. Bon, c'est un peu particulier, voilà, elles sont même un peu pourries au bout. J'aime bien. Voilà, c'est mon style un tout petit peu lâché. Donc moi, je suis vraiment dans le domaine de la... Comment dire, c'est un média qui est devenu important, mais je suis vraiment dans le domaine de la passion, je suis vraiment dans le domaine de l'éducation. Voilà, mon vrai projet derrière, bon, je peux vous le dire, allez, c'est une exclusivité pour Bonne Gueule. Voilà. Le projet de Parisian Gentleman dans les 2-3 ans à venir, c'est de faire le premier travail de répertoire de tous les tailleurs et bottiers dans le monde entier, y compris jusqu'en les pays les plus reculés de la planète, parce que je trouve que c'est un sujet qui a été galvaudé. J'ai par exemple contact avec des gens en Côte d'Ivoire qui font des vestes pour 10 € pour les nécessiteux, des vrais tailleurs. J'ai des gens en Birmanie qui font des trucs hallucinants. Voilà, et je veux ressourcer tous ces gens-là. Et l'idée, c'est que je vais emmener Timothy Everest et Lorenzo Cifonelli et Mariano Rubinacci et les Caraccioli au fin fond de l'Afrique pour faire un masterclass. Parce que je considère que le vêtement est vecteur de la beauté, de la façon dont on se présente à autrui, et ça peut changer la vie. Et redonner la dignité aux gens par la beauté, c'est aussi une route qui a été complètement ignorée jusqu'à présent. J'ai par exemple un lectorat monstrueux en Afrique. Alors bien sûr, il est sapeur camerounais, tous les gens, etc. Mais même au-delà de ça, j'ai un lectorat, et qui n'est pas l'image qu'on a de l'Afrique. Parce que l'Afrique, attention, c'est en train de changer
diablement. Il va se passer des trucs extrêmement importants, même dans notre secteur, en Afrique. Donc voilà, donc mon projet à long terme, c'est de faire le premier, enfin, répertoire mondial de l'art tailleur et bottier et d'aller ressourcer et d'aller réidentifier tous les gens. Donc double effet pour ça. Premièrement, réattirer l'attention sur ce métier. Deuxièmement, recréer des vocations, parce qu'on a un vrai problème en France sur le sujet, on va mourir de ça, on n'a plus de tailleurs. Et alors que l'art tailleur est comme ça n'intéresse pas les gamins. Les gamins, ils veulent être sociologues ou rockstar, en gros. Donc, ou éventuellement dentistes, mais c'est de moins en moins intéressant. D'ailleurs, c'est leurs parents. Le problème, c'est pas les enfants, hein, c'est les parents. Oh, j'adore les artisans, c'est génial. Moi-même, je suis consommateur des artisans, les bobos. Hein. J'adore les artisans, mais enfin, pour mon fils, je préfère qu'il fasse HEC ou Bac Sup. Faut pas déconner. On a un vrai snobisme en France sur ce sujet-là. Et je pense que. Donc, moi, mon projet, c'est au niveau international. Voilà, mais ça, c'est pour 2 ans. Je ne sais même pas si c'est intéressant pour vous. C'est peut-être pas intéressant, mais c'est justement, voilà, je me suis donné pour mission, comme personne ne me l'a donné, je me suis donné tout seul, de travailler sur cet art-là, tailleur et bottier, mais d'aller vraiment faire le job. Et je pense que ça va me prendre 3 ou 4 ans. Et j'ai besoin de faire. On a déjà identifié les gens dans 87 pays. Tout ça pour vous dire que, selon moi, le style, l'élégance et la qualité n'est pas qu'une affaire d'argent et que je sais, et j'ai beaucoup de lecteurs qui sont d'une élégance inouïe et qui n'ont pas la moitié du début du moyen d'aller faire de la grande mesure. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. La beauté m'intéresse. J'ai une démarche quasi philosophique, c'est la beauté qui m'intéresse et c'est le vecteur du beau, qu'est-ce que ça crée chez l'homme en général, chez la femme bien sûr, mais chez l'homme aussi en général. Et je m'aperçois qu'il y a un sujet énorme qui nous ouvre les bras et on va se laisser. On se donne rendez-vous dans 3 ans. Allez. And pictures of a bird